Donc, je vous souhaite la bienvenue sur ce webinaire qui abordera ce soir la thématique du trouble du déficit de l'attention avec ou sans hyperactivité. Et pour cela, j'ai le plaisir de recevoir Nathalie Gros, qui est présidente de la FF10, et le professeur Asperanza, qui est donc pédopsychiatre à l'hôpital et à l'Université de Versailles et aussi membre du conseil scientifique de la FF10. Donc, ce webinaire, il vient en complément de la série de webinaires que nous avons pu organiser l'année dernière avec notre partenaire, la FF10, qui traitait plus particulièrement des troubles 10. Là, voilà, le souhait, c'était d'aller un peu plus loin et d'aborder en complément le volet des troubles du déficit de l'attention. Donc, voilà, vous avez un premier webinaire aujourd'hui, un deuxième un peu plus pratico-pratique sur l'accompagnement que les parents peuvent mettre en œuvre avec leurs enfants, sera abordé donc mardi soir prochain. Là, les micros sont coupés pour l'instant, mais bien sûr, vous aurez la parole, vous aurez un espace de questions que vous pourrez poser. Et voilà, mais je vous souhaite un très bon webinaire et je laisse la parole à Nathalie et au docteur, au professeur. Voilà, donc Mario, je te laisse démarrer. On n'entend pas, s'il vous plaît. Voilà, vous m'entendez là. Bonsoir à tous. Merci à Nathalie pour son invitation à la FF10 pour avoir proposé cette thématique ce soir. Donc, je suis très heureux de pouvoir partager avec vous un certain nombre de réflexions sur le trouble de déficit de l'attention avec hyperactivité. Et je note tout de suite que j'ai fait une faute d'orthographe dans le titre. Donc, ça commence bien. Oh, c'est chiant. Alors, il faudrait trouver un système, Nathalie, pour arrêter les micros de tout le monde, parce que les gens, de façon volontaire ou involontaire, parfois, ils ne savent pas que oublier le micro allumé et il y a le son permanent. Oui. Moi, je continue et j'avance. Alors, donc, je suis très content de pouvoir partager avec vous un certain nombre de réflexions et de points, d'idées concernant ce trouble. Alors, d'abord, pour dire quel est l'objectif de cette présentation, globalement, est de réfléchir ensemble aux enjeux diagnostiques, mais aussi thérapeutiques, parce que en tant que médecin, le diagnostic ne va qu'avec la thérapie. On ne sépare pas le diagnostic de la thérapie. Et je vois qu'il y a un enfant qui joue avec l'écran, donc on est en bonne compagnie. Mario, oui, effectivement, il y a quelqu'un qui a touché. Donc, ce que je propose, je vais éteindre tous les micros. Tu vas fermer le PowerPoint et le remettre, ou sinon on va avoir des traits et ça risque de gêner certains d'entre vous. Voilà. Coupez bien les micros, ne touchez plus à rien. Et puis, ça va bien se passer. C'est bon, Mario, tu peux reprendre la main. Ça laisse le temps de... Vous êtes très, très nombreux, presque 200. C'est un record. Donc, Mario, tu peux reprendre.
Le monsieur Mario, il a son micro de coupé. Ah bah, donc ça, Ah, on va y arriver. bah oui, c'est laborieux, hein? Ah oui. Alors, on recommence. Bonsoir à tous. Je suis très heureux d'être parmi vous et pouvoir réfléchir autour du TDAH. L'objectif de cette présentation est un peu de discuter des enjeux diagnostiques, mais également un peu de certains aspects thérapeutiques autour du trouble déficit de l'attention. Alors, juste pour introduire la thématique, il s'agit d'un trouble pour lequel on a actuellement des connaissances scientifiques de qualité. Il y a un diagnostic officiel qui est fait par le DSM-5, qui est un peu le manuel de la psychiatrie américaine, mais de l'Organisation mondiale de la santé a également des critères qui sont très similaires. On a des connaissances qui sont de plus en plus importantes avec une littérature très riche. Mais en même temps, il y a plein de questions qui restent ouvertes. Donc, je vais essayer de vous présenter ce qu'on sait, mais également ce qu'on ne sait pas forcément encore en totalité, et pour essayer d'aller vers un peu une connaissance commune. Et déjà, je pars par le fait qu'il y a beaucoup de polémiques entre le fait que ce soit quelque chose d'inventé, une sorte de construction un peu américaine sans réalité. On a suffisamment d'études pour montrer que c'est un diagnostic solide. Et quand on parle de diagnostic, ça veut dire que les critères sont partageables et qu'on a un certain nombre d'idées sur comment le trouble évolue et comment il peut éventuellement être accompagné d'un point de vue thérapeutique. Alors, première chose, le TDAH fait partie d'un groupe plus large de troubles. Ces troubles s'appellent les troubles du neurodéveloppement. Alors, qu'est-ce que c'est les troubles du neurodéveloppement? C'est des troubles dans lesquels il existe des déficits, des défauts dans le développement d'une ou de plusieurs compétences cognitives qui sont essentielles dans le développement. Par exemple, le langage, par exemple, la motricité, par exemple, les compétences sociales. Donc, ces différentes compétences présentent des anomalies dans le développement précocement au début de la vie. Ce qui veut dire que probablement il existe une composante biologique, même si elle est une partie de l'explication. Cette composante biologique, elle peut être d'ailleurs associée à des événements autour de l'environnement prénatal, parfois des éléments génétiques, parfois d'autres éléments du développement postnatal. Mais donc, il y a une prédisposition biologique et puis des facteurs d'environnement. Et ces troubles donc, sont dans différents domaines. Et les troubles de l'attention et de l'hyperactivité est l'un de ces domaines et qui touche spécifiquement l'attention et les capacités d'inhibition motrice. Je vais vous l'expliquer en détail. Alors, vu que c'est des troubles qui apparaissent précocement, souvent, il y a plusieurs troubles qui peuvent être simultanés. Et donc, parfois, on peut avoir un TDAH et avoir un autre trouble du développement, par exemple, comme un trouble moteur ou un trouble de l'apprentissage. Évidemment, ces troubles ont tendance à se gêner les uns les autres. Alors, donnons un peu quelques éléments de définition pour essayer de faire en sorte qu'on partage un peu qu'est-ce que c'est le TDAH. Alors, j'ai souhaité mettre un peu les petits bonhommes de monsieur, madame, que vous connaissez probablement, pour essayer un peu de visualiser de quelle manière le trouble se caractérise et quels sont les éléments clés de ce diagnostic. Alors, d'abord, pour définir un trouble, il existe un certain nombre de spécificités qui sont, on appelle la triade, la dyade symptomatique. Donc, il y a des ensembles de symptômes qu'on retrouve ensemble de façon régulière. D'un côté, il y a l'inattention. Alors, qu'est-ce que c'est l'inattention? Alors, on a une manière un peu d'évoquer l'attention comme quelque chose un peu de façon non scientifique. Mais il y a aussi une définition un peu plus scientifique de l'attention. Globalement, le problème de l'attention, c'est la capacité à, disons, filtrer les informations qu'on a dans notre environnement en tenant compte des informations qui sont pertinentes par rapport à un objectif qu'on s'est donné. Par exemple, votre objectif ce soir, c'est d'essayer de comprendre qu'est-ce que c'est le TDAH. Donc, votre objectif, c'est de faire attention à ce que je raconte. Par contre,
le bip, par exemple, régulier qui arrive sur l'ordinateur, ou vos enfants qui font du bruit dans la salle, ou votre inquiétude par rapport au fait que vous devez préparer le dîner après l'intervention, ben, c'est des informations qui ne sont pas pertinentes par rapport à votre objectif, qui est d'écouter la conférence et de comprendre au maximum. Donc, le problème qu'on rencontre chez beaucoup d'enfants TDAH, voire d'adultes TDAH, est qu'ils n'arrivent pas à filtrer les informations, à limiter le nombre d'informations pour se limiter aux informations qui sont utiles par rapport à cet objectif. Comment ça se manifeste, ça? Par exemple, le fait que ne pas arriver à faire attention à une tâche en cours, être distrait facilement, mettre toutes les informations qu'on a dans l'environnement sur le même plan, sans arriver à faire un peu une hiérarchie. Ce qui fait que forcément, bah, ça pose des problèmes d'attention dans la durée, ça pose des problèmes d'attention pour sélectionner les informations pertinentes, ça pose des problèmes pour passer d'un stimulus à un autre en fonction de ce qui est important sous le moment. Et ça s'accompagne aussi d'une certaine difficulté à organiser le comportement de façon générale. Mais une chose importante, c'est que l'attention en tant que telle, elle n'est pas toujours stable. Et puis, l'attention qu'on fait à certains stimuli change selon le moment. Par exemple, là, votre objectif, c'est d'être attentif à la conférence, mais si d'un seul coup, par exemple, votre enfant tombe et se met à pleurer, bah, je pense que l'information votre enfant pleure est plus importante que la conférence que je fais. Donc, vous voyez, ça, c'est la flexibilité attentionnelle. Être capable de immédiatement changer de focus attentionnel pour aller là où c'est important par rapport à l'objectif qu'on s'est posé. Alors, comment ça se manifeste au quotidien? Mais ça se manifeste effectivement par des difficultés d'attention sur une tâche, par le fait d'oublier facilement des choses importantes, d'être étourdi, tête en l'air, désordonné, ne pas avoir du mal un peu à mettre des priorités. Quand il y a plusieurs informations dans l'environnement, eh bien, avoir du mal à sélectionner celles qui sont importantes. Donc, un élément important, c'est que l'attention, il faut la voir comme un élément, un négatif, être capable d'inhiber, donc de ne pas faire attention à des choses qui ne sont pas pertinentes. Donc ça, c'est un premier niveau, l'inattention. C'est quelque chose, évidemment, qui varie selon l'âge de l'enfant, on y reviendra. Mais il y a deux grands autres domaines qu'on trouve dans le diagnostic de TDAH, qui sont l'hyperactivité et l'impulsivité. Alors, ces deux domaines sont très proches l'un de l'autre, souvent sont associés. Qu'est-ce que c'est l'attention, l'hyperactivité? Ben, c'est une activité motrice excessive, non finalisée et précipitée. Ça veut dire quoi? Ben, c'est par exemple quand on demande à un enfant d'être dans sa classe, et d'écouter attentivement l'enseignante, et ben, ça, c'est une situation dans laquelle l'enfant doit rester assis sous sa chaise. S'il commence à bouger dans la classe alors qu'on lui demande de rester assis, ben, cette motricité, ben, elle est excessive, elle n'est pas adaptée. Alors que la même motricité d'un enfant dans un parc de jeux où il court dans tous les sens de tout le château, ben, ça, ce n'est pas un problème, ce n'est pas de l'hyperactivité, c'est juste de la motricité naturelle. Donc, ce qui est important, c'est que pour évaluer qu'une motricité est excessive, ben, ça dépend du contexte. Ça dépend de l'objectif que se pose l'enfant. Il faut que soit l'enfant, dans son mouvement, ait un objectif qui est clairement dans sa tête et qui ne soit pas précipité, c'est-à-dire qu'il faut que soit ajusté à l'environnement. Donc, c'est une motricité, on pourrait dire, non ajustée par rapport au contexte. Et l'impulsivité est assez proche, parce que c'est la même chose, mais sous le plan du contrôle de la motricité qui va trop vite, trop rapidement. C'est-à-dire que, par exemple, un enfant répond beaucoup trop vite, la maîtresse n'a pas encore terminé de poser la question, qu'il répond déjà. Ou il est, par exemple, dans un contexte à la maison et il fait un geste précipité pour chercher la bouteille de l'eau sans faire attention au fait que, il y a d'autres objets, il fait tomber la bouteille parce que, il ne module pas la vitesse de l'action. Mais de la même manière, ça peut être sur le plan moteur, un geste impulsif, trop rapide. Ça peut être sur le plan cognitif, répondre trop vite.
évidemment avec toutes les erreurs qu'on fait quand on n'a pas tous les éléments, mais aussi sur le plan émotionnel, c'est-à-dire réagir trop vite, sans tenir compte du fait, par exemple, que quelqu'un a dit quelque chose, eh ben, on le prend tout de suite très mal, alors que peut-être l'intention n'était pas forcément négative. Mais si on va trop vite, on ne prend pas le temps d'analyser un peu mieux la situation. C'est ce qui manifeste le plan de monsieur rapide, de monsieur pressé, de monsieur bavard. Les enfants TDAH ont tendance à parler trop, à prendre trop la parole, à ne pas respecter le rythme, le tour de rôle. Et donc, ça gêne effectivement leur ajustement dans la situation. Alors, pour dire que, alors, quand on voit les enfants, beaucoup d'enfants sont un peu inattentifs, un peu hyperactifs, un peu impulsifs. Mais là, la différence, c'est que ces symptômes sont présents de façon très importante depuis longtemps. C'est-à-dire que ce n'est pas juste quelques semaines, mais c'est parfois des années. Souvent, on dit avant l'âge de 12 ans, c'est-à-dire dans l'enfance. Avant, c'était même avant l'âge de 7 ans. Mais actuellement, on dit l'âge de 12 ans parce que parfois, l'environnement peut compenser un peu et faire en sorte que certains symptômes ne gênent pas trop l'enfant, mais ils sont déjà problématiques. Parce que l'enfant, par exemple, est dans un environnement qui est très compréhensif, qui essaye d'arrondir beaucoup les choses, de ne pas être trop exigeant. Et donc, l'enfant trouve un équilibre. Mais dès qu'on est un peu exigeant de façon naturelle, comme à l'école, par exemple, ça devient tout de suite très difficile. Donc, première chose, ces symptômes sont présents tout le temps, dans quasiment tous les contextes, à l'école, à la maison, quand on fait du sport, quand on est au cinéma, quand on est avec les copains. Donc, ce n'est pas seulement un lieu, mais c'est dans plusieurs lieux. C'est intense, c'est-à-dire que ce n'est pas juste un peu une différence par rapport à la normalité, c'est vraiment très important et ça gêne l'enfant au point que ça génère un retentissement important. L'enfant n'arrive pas à rester à l'école ou n'arrive pas à apprendre. À la maison, c'est très difficile, très conflictuel, tout le monde est épuisé et l'enfant lui-même, il se rend compte qu'il n'y arrive pas. Alors, un autre point fin, ces difficultés ne doivent pas être expliquées par d'autres raisons. Parce que les raisons pour être inattentif, hyperactif ou impulsif sont nombreuses. Par exemple, je peux donner 3 ou 4 exemples pour que ce soit clair pour tout le monde. Un enfant, par exemple, qui a un problème d'apprentissage, qui est dyslexique, et bien forcément, quand on lui demande de lire, sa capacité attentionnelle va être dépassée. Il ne va pas être capable d'utiliser toutes ses ressources attentionnelles pour la lecture parce qu'elle n'est pas automatisée et donc ça lui coûte tellement d'énergie que forcément, s'il lit, il ne peut pas faire attention au contenu de la lecture ou il ne peut pas faire attention à quelque chose que quelqu'un d'autre lui dit. De la même manière, un enfant, par exemple, qui écrit, qui a une dysgraphie, si on lui demande d'écrire et en même temps de faire attention à ce que dit la maîtresse qui fait une dictée, ça fait trop. Et que son attention est dépassée. Mais ça ne veut pas dire qu'il a un trouble de l'attention. Il a un problème de dyslexie, il a un problème de graphisme qui font que son attention est insuffisante. Alors, évidemment, il y a des enfants qui ont autant une dyslexie, une dysgraphie, qu'un trouble attentionnel. Mais à chaque fois qu'on se pose la question, est-ce qu'il y a un problème attentionnel, il faut se poser la question, est-ce que cette difficulté d'attention ne vient pas d'ailleurs? Alors, je donne un autre exemple. On peut prendre un enfant, par exemple, qui est triste, qui a eu un deuil ou qui a juste déménagé et qui, par exemple, a perdu ses copains. Et bien, il peut être préoccupé. Ou, par exemple, un enfant qui est anxieux, qui est facilement des doutes sur ses capacités d'apprentissage. Et bien, à chaque fois qu'on l'interroge, il peut être un peu tellement anxieux qu'il n'arrive plus à se concentrer sur ce qu'il sait. Donc, dans ces cas-là aussi, on voit que ce n'est pas un problème d'attention, c'est un problème d'anxiété, de dépression, de tristesse. Il y a un retentissement sur l'attention. Donc, quand on parle, je donne un dernier exemple, c'est un enfant, par exemple, qui est très intelligent, qui est même précoce, haut potentiel, comme on dit, et qui, en classe, est stimulé d'une façon un peu insuffisante et il s'ennuie. Et donc, il part ailleurs avec sa tête. Il va penser à d'autres choses, à des choses qui l'intéressent davantage. Donc là aussi, à nouveau, c'est l'ajustement entre ce qu'on demande à cet enfant et comment on mobilise son attention qui est le problème. Ce n'est pas l'attention. Donc, ce que je veux dire, qu'à chaque fois qu'on se dit « est-ce qu'il y a un problème d'attention ?» il faut estimer l'intensité de ce problème. Est-ce que c'est vraiment beaucoup plus important
qu'un enfant du même âge, et évidemment l'attention évolue avec le temps. Est-ce que ça pose vraiment un problème? Mais surtout, est-ce qu'on ne peut pas l'expliquer autrement? Et c'est ces différents éléments que j'ai évoqués, un autre trouble d'apprentissage, un autre trouble psychologique, une non-adaptation de l'environnement, un environnement qui est pas assez structuré, par exemple, voire dans certains cas maltraitant, peut mettre en difficulté l'attention de l'enfant. Donc, quand on parle d'attention, ça veut dire que toutes les causes autres ont été exclues. Et c'est la même chose pour l'hyperactivité et l'impulsivité. C'est-à-dire qu'il faut chercher, par exemple, si l'hyperactivité ne peut pas être expliquée par exemple, le fait que l'enfant est encore jeune par rapport à la demande qu'on lui fait. Ou par exemple, est-ce qu'il n'a pas des problèmes de motricité qui font qu'il est impulsif parce qu'il ne module pas sa motricité? Ou est-ce que, par exemple, il est hyperactif parce qu'il prend des médicaments pour un trouble qu'il a? Par exemple, il a un problème infectieux pour lequel il a des traitements comme de la cortisone qui peuvent générer des problèmes d'hyperactivité. Donc, à chaque fois, chercher d'autres causes. Quand on est arrivé quelque part à dire cette difficulté, elle est présente depuis longtemps, elle n'est pas expliquée par d'autres raisons, elle est vraiment plus importante qu'en moyenne et que ça gêne l'enfant de façon significative dans sa vie, on peut se dire que probablement il y a quelque chose de spécifique. Alors, mais il y a quelque chose qu'il faut ajouter. Parce que quand j'ai évoqué ces trois niveaux, l'inattention, l'hyperactivité et l'impulsivité, on a un peu disons, le type de TDAH, un peu classique, on pourrait dire, qui ne pose pas autant de problèmes que ça. Il y a des troubles attentionnels importants, évidemment, on va voir comment ça gêne. L'hyperactivité et l'impulsivité peuvent poser problème, mais il y a plein d'autres choses qui sont souvent associées. Et je vais vous le montrer avec d'autres petits bonhommes, monsieur, madame. Certains de ces enfants, ils sont impulsifs et on l'a vu aussi sur le plan émotionnel. Ils ont du mal à contrôler les émotions. Mais parfois, ça peut aller très loin. C'est-à-dire, il y en a qui ont une telle instabilité émotionnelle qui sont soit hyper anxieux, hyper inquiets tout le temps, soit ils sont hyper nerveux, irritables tout le temps. Messieurs grognons, messieurs inquiets, c'est-à-dire des enfants qui ont tendance à changer rapidement d'état émotionnel. Alors, les enfants changent habituellement, ils ne sont pas stables tout le temps, mais les modulations sont souvent minimes. Là, c'est des enfants qui sont facilement débordés par les émotions. Et ils peuvent facilement réagir d'une façon très intense. Et il y a parfois des troubles du comportement qui s'associent. Et alors, c'est là que j'ai mis messieurs têtus, messieurs colères. C'est des enfants qui deviennent, comme on dit, oppositionnels. C'est-à-dire, quand on leur demande quelque chose, immédiatement le vivent très mal. Ils réagissent avec des colères, la frustration est insupportable. Quand ils veulent quelque chose, ils insistent jusqu'à ce que ça va au clash, c'est-à-dire qu'ils sont débordés par leur émotionnalité, avec des problèmes de comportement, d'opposition, de provocation, voire parfois, ça peut aller jusqu'à des explosions, des vraies explosions avec des crises classiques, c'est-à-dire des crises dans lesquelles ils peuvent se mettre dans un tête ou dans une table, qui sont en partie liées au TDAH, mais parfois c'est tellement intense qu'on peut se demander si c'est vraiment dans la continuité. Globalement, on pourrait dire que les TDAH ont parfois un peu une émotionnalité fragile, ils peuvent avoir des difficultés à accepter les contraintes, mais ça peut être quelque chose de limité. Dans certains cas, ça devient tellement intense et tellement envahissant que le problème est davantage les troubles du comportement et les émotions totalement dysrégulées plutôt que les problèmes d'attention, d'hyperactivité, d'impulsivité. Alors, il y a aussi d'autres troubles qui sont parfois associés. Par exemple, les troubles des apprentissages. Beaucoup d'enfants ont des troubles des apprentissages. Alors, des troubles un peu généralistes, mais aussi parfois des troubles spécifiques. Et ce qu'on appelle la comorbidité, c'est-à-dire la présence de troubles qui sont associés, par exemple, une dyslexie associée à un trouble attentionnel, une dyspraxie, un trouble de coordination ou un trouble autistique associé à un trouble attentionnel. Et en plus, il y a des problèmes de sommeil qui sont très fréquents et des problèmes moteurs. Parfois, il y a des problèmes de coordination motrice. Donc, globalement, le cas typique, il n'a que l'inattention, l'hyperactivité et l'impulsivité, mais dans beaucoup d'autres cas, il y a plein d'autres symptômes que dans certains cas, c'est des formes sévères de TDAH,
Dans d'autres cas, c'est des formes comorbides, c'est-à-dire associées au TDAH, il y a d'autres troubles du développement ou d'autres troubles qui sont la conséquence du TDAH. Par exemple, vous pouvez avoir un trouble du langage associé à un TDAH et on pourrait dire les choses sont assez indépendantes les unes des autres. Mais si vous avez un TDAH sévère, facilement, vous rentrez en conflit avec l'environnement, ce qui fait que vous pouvez facilement développer des comportements d'opposition. Vous pouvez aussi développer une image négative de vous-même, parce que quand on vous dit tout le temps que vous êtes mauvais, que vous n'y arrivez pas, que vous êtes incapable, que vous gênez tout le monde, bah, ça touche l'image de soi et ça peut générer de l'anxiété et de la dépression. Et puis, parfois, ça gêne les apprentissages et parfois, ça peut aussi faciliter des comportements un peu plus difficiles, comme des troubles des conduites, c'est-à-dire des problèmes avec les règles de façon plus générale, qui risquent de faciliter l'accès à des situations comme la consommation de tabac plus rapide, voire de consommation de toxiques à l'adolescence, qui est un risque pour les enfants TDAH. Alors, si on reprend tout ça, qu'est-ce qui fait que tout ça a une cohérence? Eh bien, ce qu'on pense faire une cohérence de tout ça, c'est ce qu'on appelle une difficulté à réguler l'expérience de soi et les fonctions exécutives. Alors, qu'est-ce que c'est les fonctions exécutives? C'est un terme un peu complexe et en même temps, ce n'est pas si difficile que ça à comprendre. Globalement, les fonctions exécutives, c'est comme un chef d'orchestre. C'est comme un PDG d'une société. Il doit faire beaucoup de choses, mais ce n'est pas lui qui fait, c'est lui qui pilote. Par exemple, un chef d'orchestre, mais qu'est-ce qu'il va faire? Eh bien, il va planifier les choses à faire au niveau de sa société. Donc, il doit faire en sorte que tout le monde mène à bien l'action qui a été décidée. Mais il doit aussi être capable de résister à la tentation, c'est-à-dire ne pas immédiatement se lancer dans une activité sans avoir un peu anticipé combien ça va me coûter, est-ce que j'ai le matériel, est-ce que j'ai les employés qu'il faut. Si on pense à un enfant, est-ce que j'ai tous les outils nécessaires pour aller jusqu'au bout de ce que je dois faire. C'est aussi la flexibilité mentale, c'est-à-dire s'adapter au changement. Et ben, si par exemple le marché va plutôt vers les produits d'un certain type, il faut que je m'adapte. Et si je continue à produire des choses qui ne sont plus à jour, je vais être en difficulté. Donc la flexibilité, c'est s'adapter. Si la maîtresse demande quelque chose de différent, il faut que je m'adapte. Il faut que je change d'objectif. Et puis enfin, la mémoire de travail, c'est-à-dire la capacité à retenir des informations. Mais pour retenir les informations, il faut d'abord les avoir bien intégrées et donc il faut être attentif. La mémoire de travail est essentielle pour les apprentissages, donc en permanence, on doit être attentif et utiliser des informations provisoires. Donc le TDAH, globalement, c'est des enfants qui ont un problème à tous ces niveaux-là. Et si vous regardez un enfant et vous essayez de voir, est-ce qu'il arrive à inhiber sa motricité, à inhiber les distracteurs? Est-ce qu'il arrive à planifier, à préparer les choses à l'avance, à être dans le bon timing? Est-ce qu'il est capable de s'adapter à des changements d'environnement? Est-ce qu'il est capable de mémoriser? Vous avez un TDAH. Donc, globalement, on pourrait dire que le TDAH est un trouble de la régulation comportementale qui fait qu'un enfant n'est pas capable de s'adapter à un contexte qui change en raison d'un tempérament et évidemment des exigences aussi qui sont posées par l'environnement. Et c'est là qu'il y a autant une dimension biologique qu'une dimension environnementale. Alors, comment on fait le diagnostic? Globalement, on le fait comme je vous l'ai dit, c'est-à-dire qu'on essaye d'un côté, observer l'enfant, faire une anamnèse de l'histoire de l'enfant, et puis des bilans qui nous aident un peu à aller plus loin. Si je dois le montrer de façon avec une diapositive unique, c'est l'anamnèse, c'est-à-dire étudier comment l'enfant est arrivé jusque-là. Parce que quand un enfant, quels sont les précurseurs? Un enfant de 3 ans n'a pas la même attention que 6 ans, que 10 ans, que 15 ans. Et donc, on va essayer d'observer comment l'enfant, quand on lui demande d'être attentif selon l'âge, quand on lui demande de canaliser son attention, son impulsivité, est-ce qu'il y arrive ou est-ce qu'il y a d'autres causes? Est-ce qu'il n'y arrive pas? Ou est-ce qu'il y a d'autres causes qui pourraient l'expliquer? Et ça fait par l'interrogatoire. L'interrogatoire s'appuie aussi sur l'observation de l'enfant. Mais par exemple, si vous regardez un enfant en consultation pour 10 minutes, un quart d'heure, ça se passe bien. C'est la première fois qu'il vous voit, il a la blouse blanche, vous avez la blouse blanche,
il est inquiet un peu quand même. Bon, donc, il se tient à carreau. S'il reste une demi-heure, 45 minutes, il va commencer à être plus spontané. Et il va montrer comment il fonctionne vraiment. Et c'est pour ça qu'à côté de l'observation de l'enfant, il faut pouvoir avoir des informations de l'environnement. Par exemple, des informations de l'école, de la maison, et parfois donner des questionnaires, parfois essayer d'avoir un peu d'informations aussi des frères et sœurs, des grands-mères, des grands-parents, enfin, une information plus générale. Et puis, on va essayer d'avoir des connaissances un peu plus spécifiques, là, évidemment, sous l'attention comme fonction cognitive, sous les fonctions exécutives, on a vu ces 4 grandes fonctions, mais aussi sous d'autres aspects, les apprentissages, le langage oral, le langage écrit, le raisonnement logico-mathématique, les praxis, c'est-à-dire toutes les causes qui peuvent être responsables des problèmes d'attention et de motricité problématiques ou être compliquées par l'attention. Parce qu'à nouveau, hein, ça peut être les troubles attentionnels, les problèmes de motricité de langage gênent l'attention, mais ça peut être l'inverse. Et donc, tout notre travail, c'est d'essayer d'étudier les 2 volets, essayer de voir qui vient avant, qui vient après. Dans certains cas, ils sont ensemble. Dans certains cas, on peut voir que c'est le problème de l'attention qui va générer des problèmes sous d'autres plans, comme les apprentissages. Et donc, comment on le fait? On le fait par parfois des bilans neuropsychologiques, plus ou moins approfondis, avec des tests informatiques ou des tests plus simples. On essaye de le faire par des questionnaires qu'on donne aux parents ou aux enseignants. On peut faire une évaluation un peu de comment l'enfant gère les émotions pour étudier un peu comment ça se passe quand il est en situation un peu de gérer des émotions qui le débordent. C'est là qu'on voit un TDAH qu'il est un peu débordé par des émotions qui trop rapidement dépassent ses capacités. Donc, comment il arrive à réguler ses émotions tout seul et avec l'aide de l'environnement. Et donc, on va essayer à chaque fois de faire des évaluations un peu en situation. C'est beaucoup plus facile de voir un enfant dans un groupe, par exemple, qu'un individuel. Parce qu'un groupe, on voit vraiment comment il fonctionne. Et puis, on va essayer d'évaluer également le sommeil, qui est parfois perturbé, parfois responsable des difficultés d'attention. On va étudier l'alimentation, la motricité. On va étudier sa réponse émotionnelle, mais aussi étudier l'image de lui-même, l'estime qu'il a de lui-même. Quand on est souvent en échec, ça pose problème. Et puis les interactions avec la famille, avec les autres. Parce que quand on est impulsif, par exemple, ben, ça gêne la relation avec les autres. Et donc, on va arriver à faire une grande différence entre des troubles de l'attention, des difficultés d'attention, d'hyperactivité, d'impulsivité, qui sont secondaires à d'autres causes, des troubles émotionnels, des carences éducatives, des difficultés d'adaptation quand on demande trop ou pas assez à un enfant. Donc, c'est des troubles attentionnels, souvent intermittents, qui apparaissent récemment en situation. Par contre, il y a d'autres troubles attentionnels d'hyperactivité qui sont beaucoup plus stables, qui durent longtemps. On a l'impression qu'ils sont constitutionnels, ils sont là tout le temps. Et parfois, c'est lié à des problématiques génétiques neurologiques qu'il faut explorer, des enfants épileptiques ou des enfants qui ont des problèmes somatiques. Mais après, il y a d'autres troubles complexes qui peuvent générer des troubles attentionnels. On ne va pas y rentrer parce que c'est un peu trop spécialisé. Et donc, le TDAH, on dirait, c'est quand on a éliminé toutes ces différentes choses, ben, le TDAH, il est vraiment le diagnostic principal. Même s'il peut y avoir d'autres choses qui posent problème par ailleurs. Alors, c'est un trouble fréquent. Il y a environ 3-4% des enfants d'une classe d'âge qui ont ce trouble. Et c'est un peu comme ça partout dans le monde entier. Donc, ce n'est pas un trouble inventé aux États-Unis qu'on a importé en France. C'est quelque chose qui est relativement un peu partout dans toutes les sociétés. Et donc, c'est relativement indépendant des styles éducatifs ou des manières particulières qu'a une société d'élever les enfants. Alors, qu'est-ce qu'on peut faire? Et on va peut-être assez rapidement s'arrêter là pour pouvoir partager et discuter. Et puis, la prochaine fois, vous aurez davantage sur les troubles. D'abord, c'est un trouble complexe. Et donc, il faut l'aborder de façon globale. Mais il faut se dire que c'est un trouble qui dure dans le temps. Ce n'est pas un trouble jusque de l'enfance à 6 ans. C'est un trouble qui peut durer toute la vie, dans certaines formes, notamment les plus sévères. Donc, parfois, il faut une approche psychosociale, c'est-à-dire qu'il faut tenir compte des aspects psychologiques et des aspects sociaux, environnementaux, mais il faut également envisager dans certains cas un traitement pharmacologique.
Donc, ce n'est pas ni l'un ni l'autre. Parfois, c'est les deux ensemble. Parfois, c'est l'un ou l'autre, selon un certain nombre de critères, parmi lesquels la sévérité du trouble. Deuxième chose, il faut systématiquement essayer d'utiliser les thérapies psychosociales comme pharmacologiques les plus à jour, celles qui sont les plus récentes, donc les connaissances de la science, les plus efficaces, mais tenant compte aussi des préférences des parents. Il y a des parents qui ne veulent absolument pas envisager un traitement pharmacologique, mais tout à fait justifié. Hein. Ils ont le droit, les parents, de décider ce qu'ils pensent être bien, ayant connaissance des informations, de conseils de ce qui est utile et ce qui ne l'est pas dans les troubles. Et donc, ce qui est essentiel, et je pense que c'est vraiment essentiel dans ce trouble, c'est la psychoéducation de l'enfant, des parents, des environnements dans lesquels ils grandissent, donc, c'est-à-dire également l'école, et donc pouvoir intervenir non seulement à la maison ou en thérapie individuelle, mais vraiment dans l'environnement dans lequel l'enfant se trouve. Et donc, travailler avec l'école, par exemple, est essentiel. Il n'y a pas d'autre moyen que travailler avec les parents, l'école et les environnements de soins. Alors, je ne vais pas rentrer dans les traitements médicamenteux, on pourra éventuellement, dans les questions, y répondre. Les traitements sont globalement efficaces quand le TDAH est bien diagnostiqué. Et ces traitements sont efficaces autant sur les symptômes principaux que sur la difficulté d'adaptation que l'enfant rencontre en général. Mais ils ne sont pas suffisants s'ils ne sont pas accompagnés par d'autres stratégies. Et ces diapositives un peu compliquées. Mais juste pour vous montrer, entre le bleu et le jaune, le bleu, c'est les enfants qui ont bénéficié ou n'ont pas bénéficié d'actions pharmacologiques, non pharmacologiques ou l'ensemble. Et on voit que quand on met ensemble pharmacologique et non pharmacologique, le bleu est beaucoup plus important. Voilà, c'est 80%. Bénéficient de mettre les deux ensemble. Ces traitements sont relativement fréquents et on sait les manier sans trop de difficultés quand l'indication est bien posée. Et actuellement, c'est à l'hôpital, mais également par des pédiatres ou des pédopsychiatres, de psychiatres ou de neurologues en libéral qui peuvent tout à fait prescrire et suivre le traitement. Et pour terminer sur les interventions non pharmacologiques, globalement, on l'a vu, les informations les plus importantes, c'est la psychoéducation, qui implique donc tous les différents niveaux qui peuvent être impliqués, avec des actions qui sont beaucoup des stratégies cognitivo-comportementales, qui aident à mieux réguler l'expérience de l'enfant dans le contexte, avec l'enfant ou via les parents. Les parents doivent devenir des experts du trouble pour faire en sorte de proposer à l'enfant le contexte le plus adapté possible. Après, il y a des interventions spécifiques sur l'attention et les fonctions exécutives, mais qu'est-ce qu'on fait? On travaille beaucoup sur les fonctions qu'on appelle métacognitives. On rééduque un peu l'attention, on rééduque la mémoire, mais souvent, on apprend à l'enfant à connaître comment il utilise sa mémoire, son attention, et essayer de l'utiliser au mieux. Comment mobiliser ses ressources au mieux. Par exemple, on essaye d'entraîner l'enfant à développer des stratégies efficaces. Et puis, parfois, on travaille sur les habiletés sociales, comme on le fait dans le cadre des troubles autistiques, parce que les enfants très impulsifs, qui sont inattentionnels, ont souvent des difficultés d'interaction avec les autres, qui est souvent une source importante de souffrance pour ces enfants. C'est pour ça qu'on travaille beaucoup sur la régulation des relations avec les autres, en groupe, mais on peut le faire aussi en individuel, dans des thérapies cognitivo-comportementales, ou par exemple par des stratégies de médiation par la psychomotricité ou l'orthophonie ou l'ergothérapie, selon un peu les spécificités du profil de l'enfant. Donc, je m'arrête sur une image qui me semble importante. Ce qu'il faut envisager, on a tout un tas de stratégies diversifiées, il y en a qui sont assez spécialisées, mais globalement, ce qui est essentiel, c'est qu'on a des enfants qui ont un potentiel exceptionnel parfois, qui est gâché par leur difficulté à inhiber leur comportement. Et donc, notre objectif, ce n'est pas de les rendre des enfants sérieux ou des enfants sages, c'est essayer de valoriser leurs compétences pour faire ressortir les qualités qu'ils ont, mais qui sont malheureusement difficiles à voir en raison de tout ce qui se passe à côté de leurs difficultés.
parce qu'ils sont souvent gentils, intelligents, sympathiques, étonnants pour leur curiosité, parfois malins, mais tout ça est difficile à faire ressortir quand l'hyperactivité, l'impulsivité, l'inattention posent des problèmes d'adaptation qui font que tout ça disparaît derrière un peu des comportements, des problèmes qui malheureusement sont parfois assez lourds et qui sont problématiques autant pour l'enfant que pour son environnement et les parents en premier lieu. Pour cette raison, les parents doivent être accompagnés pour devenir compétents avec les professionnels pour aider au maximum à valoriser les qualités de ces enfants et faire en sorte de leur trouver une niche écologique, c'est-à-dire un milieu adaptatif qui est vraiment valorisant de leurs capacités. Voilà, j'arrête ici. Merci beaucoup, Mario. Je pense qu'on peut prendre maintenant des questions pour rendre un peu interactif cette heure consacrée au TDAH. Alors, vous pouvez ouvrir vos micros et poser des questions au professeur Mario Speranza. J'ai une question, s'il vous plaît. Bien sûr. Je ne sais pas si vous m'entendez. Alors, moi, j'ai un enfant de 10 ans qui a été diagnostiqué il y a à peu près un an, TDAH. La question que je me posais, parce qu'aujourd'hui, avec les troubles de l'apprentissage qu'il a eu au niveau graphique, il a eu de la rééducation graphique, etc. Il a maintenant des troubles, en fait, on va dire orthographiques. Est-ce que un enfant qui a eu de gros problèmes de troubles de l'apprentissage peut développer en fait ensuite une dysorthographie ou ce genre de choses, ou est-ce que c'est quelque chose qui est déjà présent initialement? Est-ce que, je ne sais pas si je suis très claire dans mon discours. Quand vous dites s'il avait des troubles d'apprentissage, alors probablement il avait une difficulté d'entrer dans la lecture et dans l'écriture. Oui, tout à fait. Il a dû réapprendre à écrire en fait. Je lui ai fait suivre une rééducation par un graphothérapeute. La première question est est-ce que les difficultés attentionnelles qu'il avait étaient simultanées aux difficultés de lecture et d'écriture? C'est-à-dire qu'il avait deux problèmes, une dyslexie, dysorthographie et un trouble attentionnel. Et souvent, quand on a deux difficultés, c'est beaucoup plus difficile de rééduquer, par exemple. Donc, quand vous dites qu'il a encore une dysorthographie, probablement la dysorthographie était présente avec la dyslexie qu'il avait, et le trouble attentionnel faisait participer au fait que l'orthographe ne s'améliore pas. Parce que, par exemple, on a le problème de mémoire quand les enfants qui ont un trouble attentionnel, c'est la mémorisation de la forme orthographique du mot compliquée. Qu'il soit dyslexique ou pas. Mais s'il était aussi dyslexique, c'est encore plus difficile. C'est pour ça que parfois on a besoin de travailler sous le trouble attentionnel et sous la dyslexie dysorthographique. Typiquement, par exemple, moi je suis très sensible quand une orthophoniste m'adresse à un enfant disant « J'essaie de rééduquer cet enfant, mais j'y arrive pas ». Souvent, c'est parce que le trouble attentionnel n'avait pas été suffisamment pris en compte et gêne la rééducation. Quand on s'occupe de trouble attentionnel, la rééducation va beaucoup plus vite. Donc, pour votre enfant, il est possible qu'il avait les deux et malheureusement, les deux, comme s'il avait deux problèmes, et donc il faut travailler autant sur l'un ou l'autre. Les orthophonistes travaillent bien sur l'attention, hein, mais dans certains cas, il faut aussi imaginer d'autres stratégies comme les stratégies médicamenteuses, et ça dépend de la sévérité du trouble. Nous avons 4 personnes qui souhaitent prendre la parole. Alors, je vais les nommer, comme ça vous prenez à la suite. Donc, il y a un premier, Madame Chescollet, Monsieur ou Madame Devin, excusez-moi, Margot, et ensuite, ça sera Romain Mauduit. Voilà. Oui. On commence par les 4. Merci beaucoup. C'était une très, très belle présentation. Je suis enseignante en école-collège, alors pas en France du coup, c'est pour ça que c'est intéressant aussi de voir que c'est dans le monde en entier. Vous aviez parlé de l'instabilité émotionnelle. De la part, soit il y a l'hyper-anxiété, soit l'hyper-irritabilité. Et j'ai affaire souvent à des élèves qui me parlent d'une absence de compréhension de leurs émotions. Par exemple, ils ne savent pas ce qu'est l'amour, ils ne savent pas ce qu'est l'amitié, ils n'arrivent pas à différencier ces genres d'émotions. Et je voulais savoir si c'était dans les symptômes du TDAH ou pas.
Alors, je dirais, globalement, ça n'est pas spécifique au TDAH. Mais quand vous avez une certaine inattention, l'inattention, c'est aussi aux émotions, autant les siennes que celles d'autrui. C'est-à-dire que l'attention est une fonction qui est nécessaire partout. Par exemple, si vous voulez être en relation avec quelqu'un, vous devez faire attention à ce qu'il vit, faire attention à son visage, aux émotions qu'il exprime. Donc, vous développez un peu une expertise. Si vous êtes toujours inattentif, toujours pressé, vous passez moins de temps à vous consacrer à apprendre ces émotions. Encore plus quand vous êtes émotionnellement, vous êtes facilement activé émotionnellement, parce que ces enfants sont effectivement émotionnellement assez activés. Souvent, vous avez du mal à analyser les nuances des émotions. C'est comme ça allait vite entre je suis bien, je suis en colère, alors qu'il y a parfois toute une gamme, plein de nuances. Donc, je dirais, une certaine difficulté avec les émotions et avec l'expression langagère des émotions est présente chez le TDAH, mais ce n'est pas très spécifique. Par contre, on doit vraiment les aider à apprendre à décoder les émotions et à les exprimer. Et ça, c'est un travail d'accompagnement éducatif et parental permanent. Hein. Il y a un développement des émotions comme il y a un développement de l'intelligence. D'accord, très bien. Bonsoir, merci beaucoup pour votre présentation. C'est à la fois clair et concis. Et voilà, moi, j'ai un jeune adulte, mon enfant, qui a maintenant 25 ans, qui a été diagnostiqué très tardivement. Elle avait 18 ans passés, parce que il n'y a pas de place pour faire ces diagnostics, que c'est compliqué pour en arriver là, qu'on n'a pas été alerté du tout avant, ni par l'école. Alors ma fille, elle a un TDA, elle n'a pas d'hyperactivité, donc elle est passée en dessous des radars de l'école, de l'orthophoniste. Et du coup, et même encore aujourd'hui, en termes de prise en charge, ni pour moi en termes éducatifs de tout ce que je pourrais apprendre pour pouvoir l'accompagner, ni pour elle en termes d'accompagnement. La seule chose qui lui a été proposée aujourd'hui, c'est le Concerta qui fonctionne pour elle, mais voilà, il n'y a pas de... Enfin, les prises en charge sont extrêmement compliquées, quoi. Alors, vous avez raison, notamment les TDA, c'est-à-dire sans hyperactivité d'impulsivité, passent sous le radar parce qu'ils ne gênent pas. Et donc, votre fille peut-être elle était sage à l'école, et donc les enseignants ne s'inquiètent pas. Alors que quand on bouge beaucoup et on est un peu irritable, c'est beaucoup plus rapide. Donc, ça, c'est un problème beaucoup pour les TDA et surtout pour les filles. Alors, l'avantage, je suis d'accord, ce n'est pas facile d'avoir un diagnostic en France au jour d'aujourd'hui. Ça s'améliore globalement. Hein. Il faut que je témoigne, je peux le témoigner depuis quelques années. L'avantage qu'a votre fille, elle a 25 ans. C'est-à-dire qu'elle a des capacités aussi de développer des stratégies pour gérer ces problèmes d'attention et ces problèmes éventuellement qu'elle peut avoir sur le plan exécutif. Et une des premières choses, c'est se connaître au mieux. Par exemple, lire des livres qui expliquent quelles sont les difficultés, quelles sont les stratégies qu'on peut développer. Alors, j'avais mis une image, je vais la remettre comme ça, que je suis passé très vite. Il y a des documents qui sont publiés, par exemple, ça c'est des documents en anglais, mais actuellement l'anglais, vous pouvez traduire des livres entiers sur Internet. C'est des documents qui sont lisibles par les enseignants, par les élèves, pour apprendre à valoriser ces difficultés par rapport à des difficultés. Donc, on fait des stratégies un peu de coaching. On peut faire du coaching avec un vrai coach, mais on peut faire aussi du coaching tout seul avec des lectures adaptées. Et heureusement, il y a des livres en français via le Canada, et il y a des livres qui commencent à apparaître, même en France, qui aident à développer cette capacité de trouver des solutions à des difficultés. Je vous donne juste un exemple. Il y a des personnes, un exemple sérieux, un exemple plus amusant. Un exemple sérieux, vous pouvez développer des stratégies mnémotechniques pour vous rappeler les choses à faire. Et les téléphones vous aident beaucoup. Une plaisanterie, c'est si vous êtes TDAH,
c'est bien si vous trouvez quand même un compagnon ou une compagne très ordonnée qui vous envoie un SMS en disant « va chercher les enfants à l'école ». C'est-à-dire que il faut aussi savoir être avec des personnes ou aller vers des professions qui collent davantage avec votre profil. Si vous êtes au TDAH, vous êtes peut-être créatif, vous aimez bouger, vous avez plein d'énergie, il y a plein de métiers dans lesquels c'est une qualité. Merci. Qui vient après? Margot et puis Romain. Margot. Je ne vous entends pas. Vous devez activer votre micro, Margot. Voilà. Bonsoir et merci pour votre intervention. C'était très intéressant. Nous sommes les parents d'un petit garçon qui va bientôt avoir 8 ans au mois d'août. Ça fait 1 an qu'on a entamé le suivi suite à des soucis scolaires, plus des soucis sociaux d'intégration. On a un petit garçon à la maison qui est très aimant, très attentionné, mais qui, en groupe, se présentait comme un garçon bagarreur, cherchant toujours le conflit, problème d'attention. Donc, effectivement, tout ce que vous avez présenté, ça représente exactement notre fils. C'est exactement ça. Donc, il est suivi depuis 1 an en CMP, pédopsychiatre, psychologue, bilan neuropsy, bilan psychomoteur qui vient d'être fait. J'ai rencontré une neuropédiatre qui m'a dit que mon fils n'avait aucun trouble. Je dois aller voir une psychologue parce que c'est moi qui crée de l'anxiété chez mon enfant, malgré tous les bilans, le manque de flexibilité. Donc, vraiment, tout ce que vous avez décrit représente Gabriel. C'est vraiment, mais tout à fait ça, sauf dans le problème de désordonné. Il n'est pas désordonné, il a des TOC. Et je voulais savoir à l'heure d'aujourd'hui qui est en capacité de poser le diagnostic, puisque j'ai vu une neuropédiatre qui m'a envoyé paître. Et donc, je vois encore la pédopsychiatre demain matin. J'aimerais savoir à l'heure d'aujourd'hui qui est en capacité de poser ce diagnostic. Tout médecin qui se donne les moyens d'avoir des connaissances et une réflexion, un peu comme j'essaie de vous la présenter. Je vous ai dit, il n'y a pas un test qui va dire oui, non. C'est un ensemble d'éléments, l'anamnèse, l'observation dans différents contextes, d'autres facteurs qui pourraient rentrer en ligne de compte. Donc, vous avez un neuropédiatre et un pédopsychiatre qui ne sont pas d'accord. C'est un problème parce que ça veut dire que soit l'un ou l'autre n'a pas tenu compte de l'ensemble des informations nécessaires pour poser un diagnostic ou pas. Je ne dis pas que l'un ou l'autre a raison. Hein. Là, c'est évidemment, je ne rentre pas dans l'individuel de votre situation, mais il est possible que le neuropédiatre ait raison ou le pédopsie ait raison. C'est-à-dire que c'est étonnant que 2 personnes qui sont en principe compétentes n'arrivent pas à avoir une vision un peu unifiée, commune. Et la première chose que je ferai, c'est est-ce que le neuropédiatre et la pédopsie ne peuvent pas juste s'appeler 5 minutes pour trouver un accord? Elle travaille dans le même hôpital, hein. Je suis infirmière dans cet hôpital et à l'heure d'aujourd'hui, tous les professionnels de santé rencontrés sont à peu près du même avis pour se dire que Gabriel présente un profil vraiment TDAH. Et bien alors, c'est gênant que la seule neuropédiatre ne soit pas d'accord. Ça serait intéressant, d'autant plus si c'est le même hôpital, qu'il y ait un échange, parce que c'est possible qu'elle ait des idées intéressantes. C'est possible, madame, que vous soyez anxieuse, et que ce soit une cause ou une conséquence. Ça n'empêche pas forcément que Gabriel ait un TDAH, que votre fils ait un TDAH. C'est-à-dire qu'il est possible que le TDAH de votre fils génère une anxiété importante chez vous. Il est possible que votre anxiété participe au fait qu'il y a aussi une composante anxieuse. Mais peut-être, si vous avez un autre enfant, votre anxiété est la même, mais l'autre enfant n'a pas un TDAH. Il y a quelque chose qui est peut-être spécifique à cet enfant. Donc, mon conseil, l'idéal, c'est que le neuropédiatre ou le pédopsie se parlent pour voir qu'est-ce qui cloche dans leur vision et pour avoir une vision unique qu'il vous soit rendu. Je ne vais pas dire qui a raison, qui a tort, mais quelles sont les perspectives un peu qui ont un poids plus important. Et puis, si tout le monde, et là, plusieurs personnes sont convaincues qu'il y a un TDAH et qu'il y a des choses qui sont en train d'être faites qui peuvent aider, au moment où aussi, en tant que parent, vous faites un choix. Hein. Et une dernière question. Merci pour votre réponse. Et une dernière question, parce que donc, plusieurs professionnels de santé, dont moi, par rapport à mon fils, je ne suis pas très anxieuse par rapport à ça, puisqu'on le prend en charge correctement,
mais la psychologue scolaire veut à toute fin que je m'oriente vers le CRA de Lille pour envisager de faire diagnostiquer mon fils autiste. Donc, j'ai déjà rencontré des autistes dans ma profession, mais pour moi, vraiment, il y a vraiment une grosse disparité. Vous avez évoqué des difficultés d'interaction sociale à l'école, mais pas à la maison. Alors, parfois, les enfants TDAH ont des difficultés d'interaction sociale parce qu'ils sont impulsifs, ils ne font pas attention. Dans certains cas, c'est un peu plus que d'habitude. Il existe des cas où la limite n'est pas franche. Si l'enseignante a ce doute, mais par exemple, il faudrait savoir si les personnes qui ont ces doutes puissent partager avec vous des observations ou des questionnements que vous pensez être suffisamment pertinents pour une démarche au CRA. C'est-à-dire que même nous l'observons, hein, cette difficulté d'interaction sociale. Hein. On l'observe aussi, hein, et il en est conscient. Hein. Alors, déjà, s'il en est conscient, c'est déjà une bonne chose. Souvent, les enfants avec TSA ne le sont pas. Mais peut-être, ça dépend de l'intensité. À nouveau, il faut être capable de différencier des difficultés liées au TDAH à des difficultés qui seraient beaucoup plus importantes et liées à d'autres choses. Mais je pense que ça, c'est le travail déjà de la pédopsychiatre, de la psychologue, de la psychomotricienne, du CMP. Hein. Vous n'avez pas besoin d'aller tout de suite au CRA, qui est une étape pour les situations beaucoup plus complexe. Et une première chose, il a 8 ans, il est suivi depuis peu, ben, la première chose, c'est comment les choses évoluent. Ça, oui, il y a déjà une nette évolution dans son comportement. La neuropsychologue estime qu'il est très mature, qu'il parle de ses particularités aisément. Lui-même sait analyser son comportement avant d'avoir des interactions sociales avec d'autres enfants. Mais tout ce que vous avez décrit, l'inattention, l'hyperactivité, l'impulsivité, le manque de flexibilité, tout ça, ça le décrit, mais complètement. Donc, faites confiance à l'équipe du CMP, mais posez les questions aussi. Quand vous me dites « oui, il faut que j'aille au CRA », pourquoi? Qu'est-ce qui est si compliqué? Parce qu'il faut que vous soyez convaincus qu'il y a une spécificité. Ah ouais, non. Voilà. Et si vous ne l'êtes pas, bon, parfois, il y a des parents qui ne veulent pas écouter, mais moi, je pars du principe que les gens, si on leur explique et si on partage avec eux les choses, ils sont tout à fait à même de prendre des décisions et d'aller dans le sens qui est le plus logique. Donc, n'importe quel professionnel de santé, pédopsychiatre ou neuropsychologue peut poser ce diagnostic, mais il n'y a pas un certain délai de suivi pour envisager de poser le diagnostic. Non, si les gens sont compétents et ont les éléments, c'est suffisant. D'accord, je vous remercie beaucoup. Je vous remercie, docteur. Merci. Alors, il y a pas mal de questions, enfin de doigts levés et puis des questions dans le chat. Il est 21 h, on peut prolonger de 5 minutes? Oui, on peut dépasser. Allez, on peut dépasser. Oui. Donc, j'ai appelé Romain, mais c'est une dame. Excusez-moi. Non, je vous en prie. Bonsoir. Voilà, nous, on a une petite fille qui a 11 ans et demi. Qui quand elle avait à peu près 8 ans, a fait un bilan neuropsy sur les conseils de la psychologue qu'elle voyait, pensant qu'elle était au potentiel. Effectivement, elle n'est pas loin de l'être, elle a un QI plutôt élevé. En fait, ma question, elle est très, très agitée physiquement. C'est une petite fille qui est tout le temps en train de remuer, qui ne peut pas tenir en place. J'ai l'impression qu'elle a plein de stratégies qu'elle a développées elle-même pour se canaliser tant qu'elle peut. Notamment, elle a beaucoup d'anxiété, hein, elle se ronge les ongles en permanence, et elle ne peut pas tenir en place. En revanche, elle a de bons résultats scolaires. Alors déjà, est-ce que les enfants qui ont un TDAH peuvent être bons élèves, ou est-ce que c'est… Oui. Alors, les enfants TDAH sont intelligents comme tous les autres, enfin, ne plus ni moins. S'ils n'ont pas de troubles de apprentissage, ils peuvent avoir des bons résultats scolaires. Cela dit, avec le temps, si le trouble attentionnel est important, il y a forcément une certaine gêne, parce que forcément l'attention est essentielle à l'école, comme la mémoire de travail est essentielle. Cela dit, il y a des enfants qui développent des stratégies de compensation. Et les enfants avec un bon niveau intellectuel sont très bons à développer des stratégies de compensation. En soi, c'est une bonne chose. La seule chose, si l'effort pour compenser est tellement important que c'est épuisant. Et donc, à ce moment-là, elle est épuisée parce que c'est un effort permanent pour se canaliser, pour être attentif. Et donc, c'est vraiment, en fin de journée, elle est lessivée. Donc, la question est, on peut dire que la compensation est une bonne chose à partir du moment où elle n'est pas au prix d'un effort tellement important. Et certains enfants précoces, au potentiel, peuvent aussi être TDAH en plus. Parce que l'impression que j'ai, par exemple, elle va faire beaucoup de post-it
même qu'elle met au-dessus de son lit pour se rappeler de ce qu'elle doit faire le matin, alors qu'elle le sait, ce qu'elle doit faire, hein. C'est une stratégie intéressante. Ça peut l'aider à éviter d'avoir un peu trop de choses dans la tête. Et quand vous parliez de troubles du sommeil, les troubles à l'endormissement en font partie, j'imagine, parce qu'elle, c'est très, très compliqué. Les enfants au potentiel ont souvent des problèmes d'endormissement, d'anxiété au moment de l'endormissement. Ils continuent à être activés dans leur tête, hein. C'est comme si ça continue à fonctionner à 1000 à l'heure dans leur tête, donc c'est difficile de s'apaiser. Donc, ce qui est intéressant, c'est de développer plein de stratégies de relaxation, de détente, pour essayer de réduire un peu le rythme du moteur, qui est toujours à 1000 à l'heure, jusqu'à trop tard. Donc, par exemple, une stratégie utile, c'est la relaxation, la méditation de pleine conscience. C'est une nouvelle stratégie très pertinente. Oui, oui. Moi, ça lui est pas possible pour l'instant de se poser. Et justement, en fait, j'arrive pas bien à... Je ne sais pas comment on pourrait l'aider ou différencier ce qui est de l'ordre du haut potentiel ou de ce qui serait éventuellement de l'ordre d'un trouble attentionnel. Parce que en même temps, Alors, comme elle a cette pensée en arborescence tout le temps, elle peut tout à fait avoir un trouble attentionnel associé. Le fait qu'elle ait des bons résultats chez un enfant au potentiel n'exclut pas le trouble attentionnel. D'accord, ok. Ouais. Bien. Merci beaucoup. Sophie, maintenant. Alors, il y a Sophie, disparue. Il y a Fred et Cindy que je vois. Oui, bonsoir. Je mets la caméra en même temps. OK. Bonsoir et merci pour les explications. C'était très accessible, très pertinent. J'ai une question assez directe. C'est à partir de quel moment faut-il faire le choix de s'orienter vers un traitement médicamenteux? Parce que finalement, aujourd'hui, on a un fils de 7 ans qui a été diagnostiqué cette année, mais il est déjà suivi par des psychomotriciens, etc., depuis l'âge de 3 ans, parce que voilà. Et aujourd'hui, on se pose des questions en tant que parent, mais sur quels critères on s'oriente vers un traitement Le critère principal, c'est l'impact fonctionnel. C'est-à-dire si, malgré tout ce que vous faites, l'adaptation de l'environnement, des enseignants un peu sensibles, il a vraiment du mal à rentrer dans l'apprentissage, à être en relation avec les autres, ça génère beaucoup de conflits à la maison, il est un peu malheureux parce que tout ça, ça a un impact. Donc l'intensité est un critère. Paradoxalement, si vous mettez un traitement à un enfant moins sévère, ça marche encore mieux. Parce que on a tendance à mettre un traitement un peu tard quand les choses sont vraiment difficiles. Donc, essayer d'éviter d'arriver il ne faut pas voir le traitement comme la dernière possibilité après la catastrophe. Parfois, c'est mieux un tout petit peu avant, quand c'est difficile, mais voilà, ce n'est pas forcément la catastrophe. Parce que sinon, quand c'est la catastrophe, c'est forcément... Il y a plein d'autres difficultés, c'est tellement compliqué que le traitement lui-même est parfois insuffisant. Et puis, il y a la cascade de problèmes qui s'est un peu accumulée. Donc, je dirais, si les difficultés sont réelles, si on sent que malgré plein de choses qui ont été faites, l'enfant est en souffrance, moi, je n'ai pas énormément d'hésitation, tout en sachant que le traitement peut être pris pour un temps court, ça peut être des aménagements parfois, ça peut être sous des périodes de l'année. Donc, il y a plein de stratégies à des dosages. Et il n'y a pas d'âge, finalement, c'est-à-dire 7 ans, il ne faut pas attendre un minimum pour démarrer un traitement médicamenteux. Enfin, je veux dire, il y a des traitements adaptés à tous les âges, quoi. Oui, là, normalement, l'âge, c'est 6 ans. Ah, 6 ans. À partir de 6 ans, on a le droit de prescrire, mais ça nous arrive de le faire même avant dans les situations les plus difficiles. Globalement, c'est plutôt un CE1, CE2 le plus fréquent. Parce que c'est là qu'on commence à voir que ça ne tient plus et les conséquences commencent un peu à avoir un retentissement. D'accord, très bien. Merci pour la réponse. Merci. Bonsoir. Oui, bonsoir. Je ne sais pas si vous m'entendez du coup. Je vous entends, mais je ne vous vois pas. Et Sophie. Oui, pardon, excusez-moi, je ne sais pas ce qui s'est passé. Écoutez, moi, juste ma question, elle rejoint un petit peu la personne précédente parce que ma fille a été diagnostiquée à mon initiative TDAH parce que l'école n'avait rien vu. Alors, le neuropsychologue parle d'hyperactivité, la neuropédiatre qu'elle voit n'est pas forcément d'accord avec la partie hyperactivité. Et en fait, voilà, donc bon, elle n'est pas forcément pour... on fait plusieurs examens pour voir si elle peut prendre un médicament, mais justement, est-ce que les médicaments sont utiles pour le TDA simple? Et surtout, quels sont les effets secondaires? Parce que ma fille est très, très anxieuse et voilà, j'ai peur que ça puisse
augmenter son anxiété. Alors, le TDA, alors, une fois que le diagnostic est suffisamment clair, Oui. qu'on n'a pas de doute majeur, le traitement par stimulant est efficace, tant pour les problèmes d'attention que les problèmes d'hyperactivité et d'impulsivité. Donc, c'est efficace sur les 3 niveaux. En termes d'effets secondaires, alors globalement, dans le gros des enfants, on arrive à gérer bien les effets secondaires. Et sont fondamentalement 4, c'est des difficultés avec l'appétit. Alors, ce qui pose problème, effectivement, l'appétit, c'est la croissance. Et si c'est vraiment une perte d'appétit importante, ben, ça peut gêner la croissance. Donc, ce qui fait qu'il faut qu'on soit attentif, voir des dosages adaptés, changer parfois de molécules, ou par exemple arrêter le traitement plus tôt de façon que l'appétit revient, faire des pauses le week-end ou les petites vacances, de façon à garder une croissance, même pour ceux qui ont des problèmes d'appétit, ce qui n'est pas le cas de tout le monde. Deuxième chose, c'est les problèmes de sommeil. Mais les problèmes de sommeil, parfois, ça décale un peu l'entrée dans le sommeil. Sauf que la plupart des enfants ont déjà des problèmes de sommeil. Donc, il faut différencier les problèmes de sommeil liés au traitement de ceux qui sont présents avant. Et parfois, ça améliore même. Et donc, la première chose, le sommeil, c'est les règles de sommeil, les règles d'hygiène de sommeil. Dans le cas où le problème, le traitement compliqué de sommeil, on a des stratégies éducatives et parfois pharmacologiques ponctuelles qui permettent un peu de rétablir le cycle. Troisième point, c'est l'anxiété. Vous avez raison. Parfois, ça peut activer l'anxiété, mais ça n'est pas une raison pour ne pas le mettre en place. Parce que parfois, l'anxiété est la conséquence du TDAH et pas la cause. Mais c'est quelque chose qui nécessite un peu de vigilance, parce que l'objectif n'est pas de faire augmenter l'anxiété, mais plutôt, au contraire, de la gérer. Donc, attention, vigilance, mais ce n'est pas une contre-indication. Par contre, il y a parfois d'autres choses à faire que l'anxiété en tant que telle. Parce que l'anxiété aussi, ça se soigne. D'accord, très bien. Merci. Je vous en prie. Bonsoir. Juste une petite question. Merci pour votre intervention déjà. Nathalie m'a répondu au sujet de l'âge donc pour le diagnostic. Elle m'a dit que c'était possible avant 6 ans. Aujourd'hui, moi, ma fille va avoir 5 ans cet été. Elle est suivie par une psychologue depuis 1 an. Donc, on a envisagé ce trouble TDAH. Mais elle pense qu'elle est trop jeune pour poser un diagnostic. Du coup, je voulais juste confirmer avec vous l'âge et voir Alors, vers qui se tourner en premier lieu comme professionnel. globalement, le diagnostic, il peut être fait à partir de l'âge de 7 ans. Sauf que on imagine qu'un enfant qui a un diagnostic à 7 ans, il a déjà des difficultés bien avant. Et les formes sévères commencent déjà dès tout petit. Et à 4 ou 5 ans, déjà, c'est le cas. Donc, on a tendance à poser un diagnostic d'orientation TDAH. C'est-à-dire qu'on pense que c'est un probable TDAH, sauf dans les cas où on est convaincu de façon très nette. Ce qui fait que, exceptionnellement, on peut mettre en place des traitements. Sauf que c'est plutôt déconseillé. Alors, pas déconseillé parce que les traitements sont relativement utiles et efficaces, mais parce qu'à cet âge-là, les enfants sont très sensibles aussi à d'autres stratégies. La psychomotricité, par exemple. Le contexte, enfin, le cadrage éducatif, les stratégies un peu psychoéducatives qui fonctionnent. Donc, le diagnostic est possible, le traitement est possible, mais on a tendance un peu à tarder parce qu'on n'a pas beaucoup d'études sur les effets négatifs à partir de 5 ans. Mais il y en a quand même. Donc, quand c'est vraiment très, très difficile, ça m'arrive. Mais ce n'est pas quelque chose qu'on fait facilement. D'accord. Et vers qui on se tourne en premier lieu? Un pédopsychiatre peut-être? Je pense qu'à l'âge de 5 ans, je dirais un pédopsychiatre un peu spécialisé dans le TDAH, si possible. D'accord. Merci beaucoup. Alors, je prends une dernière question parce que j'ai effectivement une femme qui, elle, est très attentive et qui m'a envoyé un SMS. C'est l'heure. La toute dernière question. Allez-y. C'était Cindy, je crois, la suivante, qui a levé le doigt. C'est bon, du coup, on vient de me répondre. Merci. Donc, un monsieur, Pierre Lé. Oui. Oui, activer le micro. Voilà. Ça marche. Oui. Oui, bonsoir monsieur. Et donc, je voulais vous poser une question sur le risque de dépendance de la Ritaline. Notamment, on a l'impression que dans des troubles de l'attention relativement modérés, c'est un trouble du comportement, il est prescrit un peu fréquemment.
Et donc, je voulais savoir à long terme sur le risque de dépendance et notamment les effets secondaires à long terme parce qu'on ne sait pas trop comment ça agit. Je suis Alors, médecin honoraire et donc, quand on regarde un petit peu précisément, oui. on ne sait pas trop comment ça agit. Ça peut agir sur la dopa. Et donc, à long terme, si on arrête, quand est-ce qu'on arrête et Alors, quels sont les risques? Donc, première chose, les traitements par méthylphénidate ne donnent pas de dépendance ni d'accoutumance. C'est-à-dire qu'ils n'ont pas l'effet qu'on trouve dans les toxiques, les drogues, où il y a besoin d'augmenter la dose pour avoir le même effet. Donc, il n'y a pas d'effet de dépendance pharmacologique du produit. Globalement, il y a des études qui ont montré que les enfants TDAH ont un risque de développer une toxicomanie à l'adolescence ou à le jeune âge adulte plus importante que la population générale, indépendamment du traitement, hein, et que c'est leur fonctionnement impulsif et leur fonctionnement dopaminergique atypique qui fait qu'ils vont plus facilement vers des produits parce qu'ils sont impulsifs, ils cherchent des sensations, et quand ils rencontrent les produits, ils risquent de devenir plus facilement dépendants. Il y a des études qui ont montré que des enfants sous traitement de TDAH, sous traitement par méthylphénidate, réduisent le risque de dépendance à l'adolescence. C'est-à-dire qu'ils reviennent au risque qu'ils auraient s'ils étaient dans un contexte donné. Si vous êtes portoricain et vous habitez à Miami, votre risque de toxicomanie est très élevé, que vous soyez ou pas TDAH. Donc, le traitement est plutôt protecteur du développement de la toxicomanie chez les enfants qui ont un traitement jusqu'à l'adolescence. C'est un petit peu plus délicat à l'adolescence quand on commence à l'adolescence, parce que ça peut être détourné. Et donc, on privilégie certains traitements plutôt que d'autres, notamment les traitements non stimulants, on privilégie des traitements alternatifs. Et pour ce qui est des effets à long terme, on a globalement des études avec un recul de 30 ans qui nous rassurent beaucoup. Alors, pas jamais totalement, mais globalement, l'effet du traitement sur des années de prise continue n'ont pas montré des choses particulières dans les études épidémiologiques relativement bien faites, même s'ils sont très difficiles à faire sous 30 ans, hein, 30-40 ans. Pas moins, pas plus que les antibiotiques, par ailleurs. Et dernière chose, quand vous arrêtez le traitement, si le trouble est toujours là, les symptômes reviennent, mais parfois, les symptômes ne reviennent pas parce qu'entre-temps, le cerveau s'est développé et la personne a développé des stratégies. C'est pour ça qu'on donne un traitement et on développe des stratégies et on met en place des soins. De manière qu'à un moment, on va essayer d'arrêter le traitement pour que d'autres stratégies aient pris le relais. Voilà. Merci. Merci. Merci beaucoup, Mario. On va te remercier chaleureusement. Dans le chat, Sophie a marqué le lien pour s'inscrire au prochain webinaire. Donc, n'hésitez pas pour pouvoir recevoir le lien. Encore un grand merci à Mario d'avoir consacré un début de sa soirée. Et je vous souhaite une bonne soirée également à tout le monde. Bonsoir. Merci beaucoup. Bonne soirée. Merci. Merci infiniment, bonne soirée. Merci, bonne soirée.